Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Géopresse, une émission qui va s'intéresser essentiellement aujourd'hui sur les performances économiques enregistrées par la République démocratique du Congo en 2022. Pour l'année 2023, la croissance réelle du PIB a été revue à la hausse à 8,5% par le Fonds monétaire international. Et puis nous allons nous appesantir dans cette émission sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les combats ont repris à Kichanga entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement terroriste M23 appuyé par le gouvernement de Kigali. Mesdames et messieurs, voilà les sujets autour desquels nous allons cette émission va s'épancher. Pour en parler, je ne serai pas seul, je reçois des journalistes. J'ai à ma droite Fiston Oleko, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonjour. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour aussi à Dieudonné Bonali. Bonjour. Dieudonné Bonali, salué par Fiston Oleko, c'est mon tour, je vous dis aussi bonjour. Bonjour à vous Jojo Moulamba, bonjour à mon co-débatteur et confrère Fiston Oleko. Je dis aussi bonjour à tous nos téléspectateurs et bonsoir à ceux qui vont nous suivre selon l'horaire de diffusion, le soir ou la journée. Bonjour et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci Dieudonné Bonali. Je signale que vous êtes également journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Voilà, comme annoncé dans cette émission, nous allons aborder la question relative aux performances économiques enregistrées par la République démocratique du Congo en 2022. Mais avant de commencer ou de donner la parole aux invités, je vais demander à la régie si elle est en accord avec moi de nous balancer une vidéo où la chef de mission des Nations Unies en République démocratique du Congo fait le point de la mission de cette institution de Bretton Woods en République démocratique du Congo. Le Premier ministre et les équipes économiques des autorités congolaises, où nous avons discuté la performance économique en 2022, qui a prouvé d'être très résiliente, et aussi les perspectives économiques en 2023. Dans le contexte de discussion, nous avons eu une discussion ensemble sur la gestion des politiques macroéconomiques, la politique budgétaire, la politique monétaire pour les prochaines années, en vue des développements récents au niveau de la taux de change, au niveau de l'évolution de l'inflation et aussi dans un contexte de détérioration de la sécurité à l'Est, il a besoin de dépenses additionnelles qui doivent être bien maîtrisées pour assurer et maintenir la stabilité macroéconomique du pays. Nous sommes ici dans une semaine pour une visite technique qui prend en compte la situation actuelle, des changements de politique macroéconomique. La performance de façon préliminaire est vraiment bien, plus fort que nous avons envisagé dans la dernière revue. Et c'est une mission aussi préparatoire au niveau de la prochaine revue qui sera en place dans le mois d'avril. Oui, voilà, là nous venons de suivre Mercedes Vera Martin, chef de la mission du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. C'était au sortir d'une audience que le chef du gouvernement, Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, avait accordé à cette délégation du FMI en RDC. Vous avez suivi, il a été question de passer en revue le performance économique très résiliente réalisée par le gouvernement de la RDC en 2022 et puis le perspective budgétaire pour l'année 2023. Dieudonné Bonali, vous avez suivi Mercedes Vera Martin qui parle de performances enregistrées par la République démocratique du Congo en 2022. Et avez-vous aussi la même lecture que le FMI? Oui, je suis journaliste, je suis congolais, je suis aussi observateur. Je vis en République démocratique du Congo. Je ne vis pas à l'extérieur du pays et je ne fais pas des constats comme certains le font dans des cabinets européens, dans des bureaux climatisés. Ils ne sont pas au Congo, ils disent des mauvaises choses, soit des bonnes choses sur le Congo, sans pourtant les vivre. J'ai vu ces performances économiques réalisées par le gouvernement Sama-Lukonde
Comme le Fonds monétaire international, je félicite aussi le gouvernement pour ses performances. Aujourd'hui, nous avons un budget qui avoisine les 17 milliards de dollars. C'est un record. Hein? C'est un record. Depuis que ce pays existe, depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à la République démocratique du Congo, nous sommes en 2023, nous n'avons jamais connu un budget de plus de 16 milliards de dollars. Je parle du budget qui a été voté au Parlement et promulgué par les chefs de l'État. Et si le gouvernement continue sur cette lancée, l'année prochaine, on peut avoir un budget de 20 milliards de dollars. Mais là où il y a un peu un bémol, le Fonds monétaire international félicite le gouvernement congolais pour les performances réalisées et fait aussi des propositions pour améliorer certaines réformes prises dans le secteur des finances publiques, dans la lutte contre la corruption, et puis dans le secteur minier. Mais malheureusement, le Fonds monétaire international empêche au gouvernement congolais de mettre en place certaines réformes pour faire profiter ces performances économiques à la population congolaise, parce que nous devons les rappeler, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait placé son premier quinquennat sous les signes du social. D'où l'adage, le peuple d'abord. Mais comment le FMI empêche le gouvernement congolais à prendre des décisions pour vous savez, faire profiter les institutions de Bretton Woods, je cite le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ont toujours été pour cette logique. Quand on vous prête de l'argent, ou bien on vous fait des dons, ou bien quand vous-même vous réalisez des performances économiques, surtout sur les plans financiers, en mobilisant beaucoup de recettes, ces deux institutions recommandent au gouvernement d'investir. Il faut investir dans des secteurs porteurs de croissance. Je citerai par exemple l'électricité. Parce que là, on sait que vous allez vendre l'électricité. Quand vous construisez de nouvelles centrales électriques, ou bien vous réhabilitez les centrales existantes, parce que nous avons déjà, par exemple, à la centrale d'Inga, des turbines qui sont tombées en panne depuis 10 ans, 20 ans. Si vous les réhabilitez, par exemple, vous allez augmenter le nombre de mégawatts disponibles et vous allez les vendre à l'industrie locale et à l'industrie naissante, l'industrie minière. Vous allez donner une partie de cette électricité à la population. Ce n'est pas gratuit. Ça va vous permettre de réaliser d'autres recettes additionnelles. Vous pouvez améliorer la desserte en eau potable. Vous pouvez construire la route parce que ça va permettre d'évacuer les produits des locaux de première nécessité dont les mamans maraîchères, les producteurs locaux ont des difficultés pour les évacuer du Congo profond vers les grands centres de consommation. Mais si vous prenez cet argent, fruit du don, ou bien des crédits du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, ou bien de votre propre argent que vous avez mobilisé en interne, en luttant contre la corruption, en bouchant des trous, des dilapidations des deniers publics, comme le fait si bien l'inspection générale des finances. Vous prenez cet argent, vous voulez augmenter les salaires, le FMI et la Banque mondiale viendront faire un blocus. C'est ce qui s'est passé l'année passée. Vous avez constaté que le gouvernement central a commencé à améliorer les salaires des enseignants, les salaires des professeurs d'université, des médecins, des infirmiers, bref, des agents et fonctionnaires de l'État, des militaires et des policiers même. Et le FMI est venu pour siffler la fin de cette politique en disant non. Attention, il faut stabiliser ces performances économiques. Oui. Parce que vous pouvez faire des réformes contre-productives et demain il y a des baisses de recettes. Et en ce moment-là, vous auriez déjà augmenté les salaires des agents fonctionnaires de l'État et vous n'aurez pas les moyens pour soutenir cette politique. C'est comme ça que le FMI va tirer la sonnette d'alarme. Attention, maintenez d'abord la stabilité
de l'augmentation des recettes, de la stabilité de ces performances. Cette sonnette d'alarme était-elle nécessaire aussi pour le gouvernement? Ça permet au gouvernement aussi de pouvoir bien ajuster ses actions. Sur le plan économique, c'est nécessaire parce qu'il ne faut pas, à chaque fois que les recettes augmentent, augmenter aussi les salaires. Il faut observer les prix, par exemple, des matières premières sur le plan international. Notre économie est bâtie à comme fondamentaux les ressources naturelles. Nous sommes une économie de ramassage, comme le dit si bien, j'aime un économiste, le professeur Kabeya Chikuku. Nous ne produisons pas. Nous faisons l'extraction, nous ne raffinons même pas nos matières premières, on les vend brutes. Oui. On l'exploite brut, sans leur donner une valeur ajoutée, sans créer une chaîne de valeur. Donc on vend nos matières premières de façon brute. C'est pour cela que je donne les raisons à l'auteur du concept économie de ramassage. Maintenant, vous prenez les matières premières, vous les vendez sur le plan international. Et demain, vous apprenez que non, il y a baisse des matières premières. Par exemple, les grands consommateurs ont accumulé des stocks de réserves. Et en ce moment-là, ils ne veulent pas acheter parce qu'ils ont beaucoup acheté. C'est comme pendant cette semaine, il y a baisse de prix de principaux. Des prix des matières premières. Oui. Vous avez vu aussi avec l'apparition de la pandémie du siècle, la Covid-19, beaucoup de pays ont eu des difficultés. Beaucoup de pays ont eu des difficultés pour vendre parce que pour vendre, il faut d'abord qu'il y ait un mouvement de population. Il y a eu des restrictions de voyage. Certaines compagnies d'aviation ont vu les recettes diminuer. Ceux qui achetaient des minéraux ont vu des restrictions porter un coup dur sur les achats, même sur les ventes des pays producteurs. Heureusement, au niveau des pays comme la République démocratique du Congo, on a trouvé d'autres moyens palliatifs pour faire face à la baisse des recettes parce que la Chine ne consommait plus. Parce que c'était le pays le plus touché par la Covid-19. Il fallait d'abord résoudre les problèmes sanitaires. Et cette situation a porté un coup dur sur certaines économies, dont les économies africaines. Et vous avez aussi l'économie de la RDC. Et le gouvernement Sama Lukonde a vite compris la donne, la situation, a trouvé des solutions palliatives en disant nous pouvons combler ces gaps, ces déficits en faisant la lutte contre la corruption, en gérant bien les finances publiques, en bouchant des trous, en faisant des dépenses sur base des caisses, c'est-à-dire des rentrées financières. Et cette politique a apporté des fruits. Le gouvernement a mobilisé beaucoup de recettes en interne, mais il se pose des problèmes de la redistribution de la richesse nationale. Oui, vous savez, le budget de l'État, c'est comme la marmite, la casserole nationale. Donc, vous préparez plus, vous avez assez de nourriture pour donner à tout le monde, mais le FMI vient et vous dit non, ne financez pas les sociales. Les sociales, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'éducation, c'est les salaires des agents fonctionnaires de l'État. Vous avez aussi des militaires et des policiers, la santé. Nous allons revenir. Une bonne santé, vous avez des mains pour travailler. Nous allons revenir sur cet aspect-là, l'aspect social. Fiston Oleko, vous avez également suivi Mercedes Vera Martin qui a encensé le gouvernement Sama Lukonde pour ses performances économiques enregistrées en 2022. Mais pour l'année 2023, le FMI fait une prévision de 8,5%. Donc la croissance économique sera encore au rendez-vous en République démocratique du Congo. Il faut même rappeler qu'en 2022, la RDC a cité une prévision de 6%, mais on est allé au-delà de cette prévision. Mais est-ce une bonne nouvelle encore pour la République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup pour la parole. Et je reviens d'abord, je vais commencer mon propos pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 février. Géopolis célèbre triplement, même au niveau national. C'est aujourd'hui que nous avons eu notre première constitution qui consacre la démocratie dans le pays. C'est aujourd'hui aussi que Géopolis, comme groupe de presse, comme entreprise, a vu les jours, mais c'est aussi aujourd'hui que le patron de cette entreprise
est né. Donc nous célébrons 3 anniversaires. 17 ans de Géopolis qui a été créé en 2006. Un certain âge pour le patron de Géopolis qui a été né à une certaine année, mais aussi 17 ans de notre constitution. Bon voilà, ce n'est pas le débat du jour, mais c'était quand même important de souhaiter joyeux anniversaire à ces 3 événements qui nous touchent directement en tant que chaîne, en tant qu'entreprise, en tant que groupe de presse. Bon voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose. Merci vraiment de rappeler tout ça. Merci beaucoup. Il faut dire que c'est une bonne chose, de part des chiffres, parce qu'il faut aussi dire que la République démocratique du Congo s'est inscrite dans la logique de la croissance depuis 2002, lorsque nous avons notre premier code minier. C'est-à-dire que le Congo a maintenant ouvert le secteur minier à tous les acteurs privés qui seraient capables ou seraient séduits du secteur minier congolais. Donc c'est à partir de ce moment-là que le Congo a commencé, s'est inscrit dans la logique de la croissance. On a vu comment est-ce que les choses sont évoluées. Nous sommes arrivés à 2006. On a eu notre première élection. On va dire aussi c'est grâce à ce secteur-là parce que le financement ou les recettes de l'État est alimenté majoritairement par le secteur minier. Nous sommes aussi arrivés en 2011, notre élection. Aujourd'hui, nous allons vers un 4e cycle électoral. Donc il faut dire que notre économie, comme a dit Dieudonné Bonali, a largement comme soubassement le secteur minier. Donc, avec l'évolution du secteur minier, et c'est comme ça que notre économie aussi connaît des moments d'allégresse, on va les dire comme ça. Donc, c'est une bonne chose pour le Congo. Mais il faut dire aussi que lorsque les gens nous regardent souvent à la maison, lorsque les populations nous voient, se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe entre ce qu'on nous miroite dans des télévisions et notre vie quotidienne comme citoyen dans un pays? Mais qu'à cela ne tienne, il faut dire que les chiffres sont positifs et ces provisions du FMI sont à saluer. Et c'est lié aussi, comme je l'ai dit, à l'embellie des matières premières à l'international. Il faut dire qu'avec la guerre en Ukraine et la Russie, les choses ne sont pas vraiment ne se passent pas vraiment comme prévu. Il y a des pays qui veulent vraiment s'approvisionner en matières premières et parmi les destinations où on trouve des matières premières, il y a aussi la RDC. Qui a des entreprises, bien évidemment, qui fournissent ces matières premières. Et voilà, c'est ce qui fait le bonheur de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés, par exemple, en 2022, bien que les prévisions étaient à 12 milliards, mais nous sommes arrivés quand même à mobiliser 9 milliards. Si vous lisez le dernier conseil des ministres, le compte rendu du dernier conseil des ministres, le ministre des Finances s'est largement étalé là-dessus pour dire que la RDC a mobilisé à hauteur de 9 milliards de dollars. Nous sommes au niveau de 18 000 milliards de francs congolais, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous venons des budgets qui étaient dans des millions de dollars américains, de 800 millions avec Mozitu, et puis nous sommes rentrés dans des milliards jusqu'à arriver à un budget en termes de milliards à 2 chiffres. Quand même, il faut dire que ce sont des chiffres à saluer, mais aussi cette perspective de la FMI, c'est logique parce que ce sont des chiffres qui traduisent justement la réalité telle que étalée ici. Mais s'il faut revenir justement au Conseil, parce qu'il faut dire que les institutions de Bretton Woods se positionnent aussi, se comportent aussi comme des conseillers des pays, surtout quand nous sommes en programme. Et il faut voir que le secteur minier, tellement que nous produisons ce que nous ne consommons pas, ce sont les autres qui consomment. Et cela fait que nous sommes dépendants du comportement économique de ceux-là qui consomment les produits. Il peut s'avérer que leurs stocks sont arrivés au seuil souhaité, et la RDC peut en ce moment-là voir son budget ou ses recettes être minimisées. Et si vous avez déjà augmenté des salaires, ça va poser énormément de problèmes. Déjà, nous avons déjà des problèmes. Déjà avec les médecins, ça ne va pas. Avec les enseignants du primaire et secondaire, bien qu'il y a une sorte d'accalmie, mais au niveau de l'universitaire, c'était ce jeudi qu'ils ont repris la grève. Donc c'est la politique de prudence que ces institutions de Bretton Woods proposent au pays, surtout quand nous sommes
en programme et je crois que c'est pour le bien de la RDC parce que, vous savez, à un moment donné, nous avons connu une croissance. Nous sommes arrivés même jusqu'à 7% dans les années 2013-2014. Mais dans les années 2018-2019, ça a été difficile. Imaginez si on était dans une logique où on a augmenté sensiblement la masse salariale, c'est que ça devrait encore faire parce que vous savez, quand les salaires, on a toujours beau d'être content quand ça augmente, mais quand on vous dit qu'on va réduire votre salaire, ça crée encore des tensions sociales. Moi, je crois que ces avertissements-là, ce n'est pas pour empêcher la redistribution. Là, je ne crois pas que c'est pour empêcher la redistribution des richesses, mais c'est justement une politique de prudence pour essayer un peu de maîtriser cette croissance. Et il est aussi nécessaire de pouvoir diversifier, je crois qu'on va en parler, l'économie pour pouvoir maîtriser cette croissance, cette logique de croissance dans laquelle la République démocratique du Congo s'est inscrite il y a aujourd'hui plus de 20 ans. Il y a aujourd'hui plus de 20 ans, mais il y a beaucoup de risques que comporte en fait le secteur économique de la RDC. Il y a des risques vraiment liés à la baisse en lien avec l'escalade du conflit armé à l'est du pays, et il y a également avec les incertitudes propres à l'année électorale. Oui, il y a également l'impact continu de la guerre en Ukraine. Est-ce que tous ces risques ne pourrait pas empêcher la RDC d'atteindre ces... Voilà pourquoi tous ces facteurs-là appellent à la RDC d'être un tout petit peu prudent, pour se dire, voir l'avenir. Voir que l'avenir n'est pas aussi clair que ça. Parce que quand vous parlez par exemple de l'année électorale, quand vous suivez les discours des hommes politiques aujourd'hui, ça entretient une forme d'ambiguïté, une forme de flou. Il y a ceux des acteurs politiques qui appellent leurs partisans, bien évidemment, à ne pas aller voter. Il y a de ceux-là qui entretiennent encore du flou. Il y a le processus électoral lui-même, surtout quand on voit l'organe qui organise ces élections, il n'y a pas vraiment la confiance déjà au niveau des parties prenantes. Donc, il y a des risques, ces risques-là, mais de l'autre côté, il y a aussi cette guerre à l'Est qui peut à tout moment prendre des proportions un peu beaucoup plus inquiétantes. Il faut dire aussi que la guerre dans laquelle la RDC s'engage coûte aussi beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Oui. Donc il y a ces risques-là, c'est ce qui demande vraiment à la RDC d'être prudent. Et ce n'est pas, nous ne pouvons pas nous confier, nous pouvons nous contenter à ces chiffres-là ou soit se faire des illusions par rapport à ces chiffres au niveau du budget national, au niveau même de la croissance économique de manière générale. Nous devons être prudents, surtout voir la qualité de la dépense. Ça, c'est très important. Ce n'est pas mauvais quand on vous dit, par exemple, qu'il faut investir, parce que c'est dans l'investissement qu'on tire profit, c'est dans l'investissement qu'on avance le pays, les pays développés du monde. Aujourd'hui, par exemple, la Belgique, c'est par rapport aux investissements que ces pays-là a fait qu'aujourd'hui, n'ayant pas les matières premières, mais le pays fonctionne normalement avec les infrastructures routières, avec les infrastructures de transport viables, avec un main-d'œuvre qualifié. On parle même de 100% de la population de la Belgique, ce sont des main-d'œuvre qualifiés. Qualifiés, ce n'est pas des manœuvres ou des qui, mais ce sont des gens qui ont étudié, qui ont appris et qui font des choses pour l'épanouissement de leur pays. Donc ce sont des investissements-là vers lesquels le gouvernement congolais ou l'État congolais doit aller pour maîtriser les cadres macroéconomiques. C'est vraiment un travail de longue haleine, mais il faut commencer. Même le plus long voyage commence par un pas. Oui, même le plus long voyage commence toujours par un pas. Dieudonné Bonal, je reviens vers vous, puisque vous parlez d'ailleurs du problème du social. On nous parle de chiffres, on nous parle de performance économique, mais il n'y a pas toujours d'amélioration au niveau de conditions de vie de la population. Mais qu'est-ce qui expliquerait cette inadéquation, d'après vous? Bon, moi je vais d'abord rectifier une chose. Je ne suis pas contre les mesures ou les conseils donnés au gouvernement Sama Lukonde par les institutions de Bretton Woods, dont le Fonds monétaire international. Moi, je pense qu'il y a dans le monde beaucoup de pays qui sont en programme avec ces dites institutions. Mais le Fonds monétaire international et la Banque mondiale n'ont jamais empêché à ces pays-là de ne pas donner des bourses à la jeunesse, aux étudiants, de ne pas augmenter des salaires de leurs agents et fonctionnaires de l'État. Moi, je défends plutôt l'inadéquation entre les performances économiques et les conditions de vie de la population. Vous savez, l'État congolais, c'est le plus grand employeur
L'État a plus d'1 million de fonctionnaires, d'agents fonctionnaires de l'État. Vous avez les personnels civils, vous avez les personnels militaires et policiers. Et si aujourd'hui, l'État lui-même met en place un SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, et l'État a commencé déjà à le faire, en augmentant petit à petit les salaires des agents fonctionnaires. Parce que si aujourd'hui dans le secteur privé, les privés ne veulent pas augmenter, surtout les Indo-Pakistanais, bref les Asiatiques, ne veulent pas augmenter les salaires des Congolais parce qu'ils ont comme référence modèle l'État congolais. Ils disent aux Congolais, mais l'État congolais lui-même, il vous paye combien? 100 $ minimum. Mais vous voulez que moi je vous paye plus que l'État congolais? Mais non. Si l'État aujourd'hui, on laisse à l'État congolais les mains libres, c'est-à-dire une partie des recettes réalisées grâce aux performances économiques, on investit dans le social. Le social veut dire aussi payer les bourses, investir dans l'eau, dans l'électricité, l'éducation et la santé. Ce sont là les 5 piliers. Si aujourd'hui on investit dans les routes, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, vous donnez les bourses aux étudiants, vous allez un peu soulager les portefeuilles des parents. Et vous allez voir que les Congolais vont se développer d'eux-mêmes. Si aujourd'hui il y a une route qui tend, par exemple, je vais citer la ville là où les gens souffrent beaucoup, Cabinda. S'il y a une route d'accès pour désenclaver, par exemple, les Cabinda jusqu'à Kinshasa, Cabinda vers les autres grands centres de consommation du pays, mais les gens vont se développer d'eux-mêmes. Il y a des gens qui font l'agriculture. Mais à la quête, ils ne savent pas évacuer les produits vers les grands centres de consommation. Après récolte, ça... Ces gens-là ne demandent pas beaucoup à l'État congolais. Il y a des gens qui ne demandent que la route. Il y a d'autres qui se disent que l'État me donne seulement l'électricité. Je veux me développer de moi-même. Il y a d'autres qui ne demandent que de l'eau. Vous voyez, c'est de ça que je défends. On ne peut pas continuer avec cette politique. On l'avait commencé depuis l'époque de Kengo Adondo, quand il fut Premier ministre. C'est lui qui nous a amené la politique d'ajustement structurel, avec toutes les mesures préconisées par la Banque mondiale. Moi, je pense que nous sommes en position de force. Il fut un moment où on faisait la politique de la main tendue. Plus de la moitié de notre budget provenait de l'extérieur. On vivait des aides étrangères. Oh, l'Union européenne a donné autant. Oh non, l'ambassade, le gouvernement suédois a donné 10 millions. Tout provenait de l'extérieur. Mais nous sommes parvenus, grâce à la bonne gouvernance, comme on dit, les hommes passent et les institutions restent. Ces réformes ont commencé avec les gouvernements précédents. Il y a eu Muzito, il y a eu Matata Pogno, bien avant il y a eu Gizenga. Et puis aujourd'hui, on a Sama Lukonde qui continue sur cette lancée. Et nous sommes parvenus à renverser la tendance. Aujourd'hui, plus de la moitié des ressources proviennent de l'intérieur. Nous sommes souverains. On doit quand même négocier devant ces institutions en disant le président de la République a prêté serment. Lors de son discours d'investiture, il a promis à la population que mon premier quinquennat sera celui du social. D'où le slogan, je l'ai rappelé tout à l'heure, le peuple d'abord. Moi, je pense que les performances économiques doivent aller de pair avec le social. On ne mange pas les chiffres. Mais avec le budget on ne mange pas les chiffres. Avec le budget que la RDC vient de promulguer, est-ce qu'on peut arriver à répondre aux charges récurrentes de la population? Oui, on peut y arriver. Moi, je pense qu'il y a des moyens de répondre... Parce qu'il faut faire fonctionner les institutions. De répondre à la demande sociale. Et le gouvernement a trouvé des moyens, des solutions. On a parlé de la réduction du train de vie des institutions. C'est une solution. Rééquilibrer un peu les revenus sur le plan national. On ne peut pas avoir dans un pays des gens qui gagnent plus, qui travaillent au sein de l'appareil étatique, qui gagnent plus et qui ont des salaires vertigineux. Et puis vous avez, de l'autre côté, d'autres compatriotes qui travaillent toujours dans les mêmes appareils étatiques, qui sont des fonctionnaires de l'État, des militaires, des policiers, mais et qui gagnent moins. Oui, et clochardisés. Moi, je pense, comme nous sommes arrivés à avoir un budget de plus de 16 milliards de dollars, il faut maintenant bien penser à la redistribution des richesses nationales. Comme ces deux institutions nous empêchent d'augmenter les salaires des fonctionnaires et des agents et fonctionnaires de l'État, il y a moyen de les faire bénéficier
ces performances économiques sans augmenter les salaires. Il y a par exemple la gratuité de l'enseignement. Demain, on peut... Oui, c'est fait d'ailleurs, nous félicitons le gouvernement. On peut faire aussi appliquer la couverture santé universelle. C'est ça, non? On peut aussi, je vis avec les transports Transacademia, demain donner des facilités par exemple aux étudiants et payer les prix du billet de transport moins cher. Vous avez votre carte d'étudiant, vous montez dans les transports Academia, vous payez moins. Celui qui n'est pas étudiant, il monte dans ce bus, il paye plus. Et demain, on arrive aussi au niveau des billets d'avion. Permettre aussi aux étudiants d'aller visiter leur famille, parce que tous les étudiants et de faire même de recherche qui sont dans les grandes universités du pays ne vivent pas dans ces villes-là. Il y a ceux qui nous proviennent du Grand Kasaï pour étudier à Kinshasa, d'autres quittent Lubumbashi pour venir à Kinshasa, d'autres quittent l'est du pays pour aller à Lubumbashi. Il y a moyen de faire bénéficier ces performances économiques à la population. Cela, j'ai dit, le gouvernement doit investir dans l'électricité, investir dans l'eau, dans la santé et dans l'éducation. Et continuer avec les programmes préconisés par ces deux institutions, tout en négociant les sociales des Congolais. Il faut quand même augmenter les salaires. Le budget arrive à 12 milliards de dollars, les salaires restent les mêmes. Vous êtes à 13 milliards, les salaires restent les mêmes. Et si on revenait à 4 milliards Vous êtes à 16 milliards, les salaires restent les mêmes. Demain, en 2024, on va arriver à 20 milliards. Des déficits graves. Mais Dieu donne Bonali. Vous voulez que quand on va arriver à 20 milliards de dollars, et les policiers qui nous sécurisent, et nos vaillants soldats qui sont au front, et ceux qui sécurisent nos institutions et nos frontières, puissent avoir toujours les salaires. Le problème, c'est que dans les balances commerciales, ce sont quand même des pères de famille. Ce que la RDC donne au monde, parce qu'on dit dans le monde, c'est le rendez-vous du donner et de recevoir. Ce que la RDC donne au monde, c'est ce que... Nous sommes un État souverain. Nous ne sommes pas un État bébé comme les dit le prophète Bonali. Non, il faut nous sommes encore un État bébé. Nous ne sommes pas un État bébé. Les 16 milliards, on ne va pas vous dire que 12 milliards viennent des institutions de Bretton Woods. Si on nous a félicité, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons renversé la tendance, plus de la moitié du budget. Les problèmes, ce n'est pas les 12 milliards. Ouais. Le problème, c'est la source des 10 milliards n'est pas stable. Le problème, c'est que le secteur minier n'est pas un secteur, surtout nous qui nous sommes dans une économie où nous exportons des bruts. C'est-à-dire que nous dépendons des besoins de l'extérieur. Le gouvernement a pris des engagements pour diversifier l'économie. Mais ça vient en investissant Voilà pourquoi on dit non minières. Investissons d'abord dans des secteurs porteurs de croissance. Arrêtons d'abord avec les salaires, mais stabilisons les Congolais lambda meurent de faim. C'est pour cela que vous avez le phénomène Koulouna, parce que les parents ne sont plus en mesure aujourd'hui de prendre en charge leurs enfants. Ils n'ont pas de moyens pour envoyer tout le monde à l'école. Ils n'ont pas de moyens pour nourrir tout le monde. Et les messages, les discours de certains parents, c'est aussi au colis, débrouille-toi. Et quand l'enfant veut se débrouiller, il fait quoi? Il achète une machine. Mais avec nos 100 millions de personnes. Les citoyens pour les arracher les prix qu'ils ont. Avec nos 120 millions de personnes, je ne crois pas qu'avec les 16 milliards, on va arriver peut-être. Même si on donnait à un policier $400, il ne peut pas scolariser 10 enfants. Je n'ai pas dit. Il ne peut pas faire nourrir 10 enfants régulièrement. Le problème, c'est... On peut les donner. Le problème, c'est que nous devons stabiliser notre économie, nos sources de revenus. Voilà pourquoi vous avez parlé, par exemple, des routes. Parce qu'on parle, là où passe la route, le développement vient après. Par exemple, ça. On parle aussi de l'électricité. On parle de l'industrie industrialisante. Pour essayer un peu, parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays, on peut même, les Congolais peuvent même investir dans l'agroalimentaire, on peut alimenter dans l'agro-industrie, dans les transports. Je suis d'accord avec avec quelle électricité? Voilà. C'est ça le problème. Donc, ce sont des voies ou des paradigmes que le Congo doit adopter. On peut justement augmenter les salaires, mais il ne faut pas aller aveuglement. Il faut aller avec prudence. Je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais que l'augmentation des salaires des agents fonctionnaires de l'État soit inscrite chaque année dans la politique gouvernementale. Pourquoi j'ai dit ça? Mais il faut tenir compte de la production. J'ai dit ceci. C'est ça le problème. Il faut tenir compte de la production. C'est ça qui cause même l'inflation aujourd'hui. Nous allons produire. Le marché local. Les engins qui sont arrivés, on a acheté des camions Ben, vous êtes tout dans le futur. Non, les engins vont arriver même pour la mécanisation de l'agriculture. Vous êtes dans le futur. Le gouvernement a promis
J'ai dit nous des majestés, nous les Congo, nous allons diversifier notre économie. C'est l'une aussi des recommandations du Fonds monétaire international. C'est peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. Moi, j'ai dit ceci. L'État, c'est le plus gros et le plus grand employeur. Il a plus d'1 million d'agents fonctionnaires de l'État. Si aujourd'hui, avec cette politique 1% de la population d'augmenter, pas de problème. Mais nous avons 5,9 millions, selon l'Institut national des statistiques, d'employés au Congo, dont 1 200 ou 350 sont des fonctionnaires de l'État. C'est beaucoup dans les 6 millions. C'est 1 sur 6 de la population 20%. active. Je dis ceci. Sur les 6 millions de Congolais qui travaillent dans le secteur public et privé, si on parvient à augmenter le reste, les salaires, ce sont des sans-emploi, des des débrouillards. Si on parvient à augmenter les salaires d'au moins 1 million d'agents et fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire l'État lui-même met un salaire minimum. Il dit par exemple, les derniers fonctionnaires, les huissiers, il doit toucher par exemple 350 à 500 dollars américains. Et demain, l'État va se donner les moyens de dire au secteur privé, si tous les Asiatiques qui ont élu domicile dans notre pays, qui ont investi, qui sont dans les petits commerces, dans l'immobilier, dans les grandes surfaces, et comme ils m'ont appelé les supermarchés, l'État va leur imposer un SMIC comme en Afrique du Sud, dans les pays d'Afrique australe. Messieurs, moi-même, je paye le minimum à un Congolais, c'est autant. Dans l'économie, on réfléchit comme ça. Mais Oui. Allez-y. L'économie, c'est quoi? Ce sont l'équilibre entre les moyens qui sont limités et les besoins qui sont illimités. Mais ces moyens-là ne sont pas limités pour les députés nationaux. Hein. Ils ont des palissades. Ça, c'est maintenant le problème de la gestion publique. Ça, ce n'est pas... Oui, parce que c'est un problème de la gestion publique. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où les députés congolais est mieux payés ou soit également payé comme un député français, alors qu'un fonctionnaire congolais, les tout derniers, est payé, je ne sais pas, 15 fois ou 100 fois moins qu'un député français. Un député national, c'est un problème de la gestion. Un représentant du peuple. Comment mon représentant est mieux payé et moi, le peuple, je ne suis pas bien payé? C'est pour là que j'ai dit, j'encourage les gouvernements congolais, le gouvernement Sama Lukonde, à faire ressentir ses performances économiques dans le vécu quotidien de la population. Comment le faire sentir? Avec un budget de 15 milliards. Oui, je soutiens cette politique qui consiste à désenclaver, par exemple, la ville-province de Kinshasa en construisant des nouvelles routes. C'est ça. Les problèmes se posent au niveau de la qualité de la dépense. Voilà. La qualité de la dans les infrastructures, dans l'électricité. Donner l'électricité, c'est ça. La population va se développer. On ne peut pas aller directement comme ça dans les salaires et tout. Sinon, ça, ce sont des dépenses qui ne produisent absolument rien. Je pense que ça va être la dernière question pour cette première partie de l'émission. Il faut rappeler que la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international ont conclu la 3e revue du programme économique triennal. Le programme, c'est un programme du gouvernement congolais, mieux l'accord de facilité élargie de crédit en faveur de la RDC. Depuis son lancement en 2021, ces programmes chiffrés à 1,5 milliard de dollars américains a déjà réussi les 2 premières revues. En tout cas, on peut dire que cette fois-ci, la RDC... Déjà, pardon? Les 3 déjà. Les trois premières, pardon. La quatrième, c'est en avril. C'est en avril, oui. Donc, ce qui justifie même la présence de la délégation du FMI en RDC dernièrement. Donc, on peut dire que cette fois-ci, les FMI et la RDC entretiennent vraiment une coopération qui présage une bonne augure pour l'économie congolaise. Oui, justement, qui présage, comme vous avez dit, une bonne augure pour l'économie congolaise. Il faut rappeler que la RDC, depuis qu'il est un État indépendant, n'a pas encore fini un programme avec le FMI. Nous sommes déjà sur les 1,5 milliard de dollars américains et à 800 millions de dollars américains. On aura 6 revues. Donc 7 décaissements. Nous sommes déjà vers le 5e décaissement. Donc il faut dire que c'est une avancée significative, surtout dans la gestion de la chose publique, avancée significative surtout dans la respectabilité des principes
universelles de l'économie qui sont, on ne peut pas dire imposées, mais proposées par le FMI, parce que c'est nous qui avons justement accepté de travailler avec le FMI pour essayer un peu de redresser notre façon de faire les choses ici au pays, pour essayer un peu de redresser les choses dans la gestion publique. Donc c'est vraiment de bon augure. Nous sommes dans la bonne voie et je crois que, et je souhaite que ces programmes-là va finir avec le FMI, mais la RDC doit vraiment observer une politique de prudence pour ne pas tomber dans une forme d'asphyxie qui ne sera pas sortie, et ça va créer des tensions au niveau de la société, et que ces performances enregistrées ne soient pas vues comme une forme compris comme une forme d'illusion, et ne donnent pas aux Congolais l'illusion de croire que nous sommes déjà arrivés au même niveau économique que les États-Unis ou la France. Nous sommes la République démocratique du Congo avec un budget de 15 milliards. Donc il faut qu'on fasse avec, mais avec beaucoup de prudence. Donc l'évolution du programme avec le FMI, ça c'est vraiment de bonne augure. J'ai parlé d'ailleurs même avec un économiste qui m'a dit c'est la première fois, comme je l'ai dit ici, et il croit que avec d'abord la qualité du personnel au niveau du gouvernement, on parle de ministres. Par exemple, Nicolas Kazidi qui a travaillé beaucoup avec ces institutions-là, et la gouverneure aussi de la Banque centrale, qui a été d'ailleurs imposée par le FMI, et le programme-là va aboutir, et pourquoi pas, pour le bien de tous les Congolais. Les programmes évoluent normalement, et il faut rappeler que ces programmes visent à soutenir les réformes économiques à moyen terme, les deux autorités, pour favoriser la stabilité macroéconomique, les développements durables, accélérer la mobilisation de recettes intérieures, améliorer la gouvernance et renforcer la politique monétaire du pays. Et c'est ce qui se constate. D'ailleurs, depuis le lancement de ces programmes, la RDC a pu réaliser un record aussi en ce qui concerne le réserve d'échange. Le pays a aujourd'hui 4,3 milliards de dollars américains de réserve d'échange, ce qui équivaut à plus d'un mois de couverture d'exportation. Donc voilà, ça n'est fini pour cette première partie. Nous allons aborder à présent le premier thème qui concerne la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Mais avant de poser des questions aux invités, je vais demander à la régie de nous balancer un extrait du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui avait pris part au point de presse traditionnel animé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Les seules communautés où nous nous retrouvons avec le Rwanda, commençons par le commencement, c'est l'Union africaine, la CIRGL et l'EAC. Même si on peut parler de l'Ouganda, c'est l'EAC. Évidemment, il y a les Nations Unies. Mais, à l'EAC où nous sommes, il y a des articles du traité créant l'EAC qui sont consacrés au règlement de conflits. OK? À partir du moment où nous adhérons, ces instruments juridiques sont là, ils sont en vigueur. Donc, le seul espace de règlement du conflit, que nous souhaitons un règlement pacifique, où nous nous trouvons avec le Rwanda, à proximité, l'espace de proximité, c'est l'EAC. C'est l'EAC. La SADC, oui, c'est un espace de proximité, mais la SADC n'a aucune compétence vis-à-vis du Rwanda, sauf à entrer en affrontement. Alors, dans ces conditions-là, ça sont ce que nous voulons. Si c'est un conflit qui vient de l'extérieur, il faut traiter ces conflits aussi avec les instruments qui viennent de l'extérieur. Et lorsque l'EAC, en application du traité portant ses statuts, se saisit du dossier, qu'est-ce que nous faisons? On va dire non, laissez ça. Mais nous avons adhéré. Vous comprenez? Alors maintenant, il reste la gestion. Il est clair que nous ne sommes pas naïfs. Il est clair que les ratés ne manquent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute force internationale contient en elle-même des faiblesses. Des faiblesses financières. Qui finance quoi? Mais plus important, des faiblesses de commandement.
Parce que la force internationale, elle est multinationale. Chaque groupe ou chaque catégorie de troupes, des États contributeurs, gardent un mot à dire sur leurs troupes. Vous comprenez? Vous pouvez vérifier ça partout. Je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais ça saute à l'œil nu. Et donc, il peut y avoir des dysfonctionnements, des faiblesses. C'est pour cela que dans le communiqué de Bujumbura et même dans notre communiqué, nous avons parlé de pesanteurs. Tout à fait. Oui, qui si vous voulez, qui chargent, qui neutralisent comment dirais-je, la force régionale. De ce point de vue, disons les choses clairement, il y a quand même un arrière-goût de déception. Mais nous prenons toujours les responsabilités. On l'a dit. Nous allons exploiter toutes les voies. En tout cas, nous ne serons pas à la base de la rupture de confiance. Soyez certains. C'est pour ça que je vous ai dit que nous n'envisageons pas la perspective d'une fin catastrophique. Bon, il faut des ajustements, on en a parlé. Bon, les militaires ont proposé, nous allons continuer à travailler. Et donc, effectivement, il y a des problèmes et il faut des ajustements. Mais encore une fois, nous n'avons pas... Voilà, nous venons là de suivre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui est revenu sur les raisons de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est pour résoudre le conflit sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC. Fiston Oleko, on a suivi le VPM, ministre des Affaires étrangères, et qui, pour lui, il était vraiment nécessaire que la RDC adhère à l'EAC, puisque c'est la communauté la plus proche où se trouve où le Rwanda est membre, et c'était à partir de là qu'on pouvait bien discuter et trouver des solutions à cette question sécuritaire. Partagez-vous aussi la même lecture que... Bon, une fois de plus, merci pour la parole. Je ne peux pas dire que le vice-premier ministre a dit des mensonges. Ce qu'il a dit, c'est vrai que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'est par exemple parmi les seules communautés où la RDC partage avec le Rwanda directement. Mais à côté de ça, il y a aussi les CEAC, où il y a aussi le Rwanda. Et moi, j'ai lisé... la CIPRGL, oui. CPRGL aussi. Moi, j'ai lisé le préambule, bien évidemment, du traité constitutif de cette organisation sous-régionale. C'est que on défend aussi, on promeut aussi les questions de sécurité et de paix au-delà des questions économiques, au-delà des questions industrielles. Il y a aussi des branches où on parle de la paix, où on parle de la sécurité. Il y a même cette volonté-là des États composant le CEAC de pouvoir créer une force de défense commune. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas... On ne peut pas parler de la paix, de l'économie. De l'économie sans parler de la paix. Voilà, vous avez même trouvé les liens. Donc, on n'a pas que l'EAC comme un espace proche du Rwanda où on peut parler. Il y a aussi le CEAC parce que la RDC, se trouvant sa position géographique, et fait en sorte qu'il se retrouve même dans l'Afrique australe. Il est là dans la sous-région, dans l'Afrique orientale, il est aussi dans l'Afrique de l'Ouest occidentale. Donc, le problème moi je pense que le vrai problème avec nos organisations internationales, même régionales avec l'Union africaine ou sous-régionales avec les trois organisations dans lesquelles le gouvernement congolais se trouve, c'est qu'il y a un problème au niveau même des statuts de ces organisations-là. Quand vous voyez l'Union européenne, c'est un type d'organisation internationale, on appelle ça supranational. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises au niveau de l'Union africaine, dans certains secteurs de l'Union européenne, dans certains secteurs où les États ont légué. Premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui est revenu sur la raison de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est. Fiston Oleko, vous avez suivi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a expliqué pourquoi la RDC a adhéré à l'EAC. Et il a bien dit, c'est pour résoudre le conflit sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, et surtout que l'EAC est la communauté la plus proche où se trouve le Rwanda, pays qui
appuie le M23 à déstabiliser la partie est de la RDC. Merci beaucoup pour la parole. Et moi, je pense que la RDC n'est pas seulement, avec le Rwanda, ne se retrouve pas seulement dans l'EAC. Il y a aussi même CPGL, il y a aussi le CEAC, où la RDC, d'ailleurs, il y avait eu une session ordinaire ici, lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris les commandes de cette organisation sous-régionale, où on a vu même le Rwanda a délégué son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Donc la question, ce n'est pas là. La question, moi, je pense que c'est au niveau même de l'applicabilité ou de l'application des décisions au sein des organisations sous-régionales, au niveau de l'Afrique. Parce que vous savez, quand on prend l'image de l'Union européenne, il y a certains secteurs où les pays membres ont délégué la compétence à l'organisation internationale. Par exemple, ils ont une politique commune de défense, ils ont une politique commune d'agriculture, d'énergie, même des migrations. Donc, nos organisations sous-régionales doivent aussi aller, ou régionales même avec l'Union africaine, doivent aussi aller dans cette logique-là pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes, notamment des problèmes sécuritaires, même certains problèmes économiques. Aujourd'hui, on parle même de la monnaie unique. C'est vers ça, vraiment, que les organisations sous-régionales doivent aller. Bon, la question de l'EAC, moi je pense que il faut qu'on se dise des choses véritablement. Cette organisation a vraiment échoué. Montrer ses limites. On peut dire ça, surtout dans la question spécialement de la paix à l'est du Congo, et spécialement encore avec cette question du M23 soutenue par le Rwanda, parce que plusieurs rapports aujourd'hui l'attestent, plusieurs documents l'attestent, on ne peut pas dire aujourd'hui le contraire. Donc l'EAC a échoué. Encore, il faut dire que sa force régionale a échoué, parce que le gouvernement répète ça, et il n'a pas encore été contredit par l'EAC que le mandat de la force régionale de l'EAC est offensif. Mais sur le terrain, ce sont des négociations. Quand vous voyez même le réalignement, on appelle ça comme ça, qu'on a fait ici avec les chefs d'état-major de l'EAC, on a distribué des pays par rapport aux certaines zones saquées et tout. Ça, c'est ça. Il se pose aussi un problème dans le partage. Se pose aussi un problème dans les partages. Oui, justement, on peut partager des forces comme ça au sein d'un pays, alors que vous aviez la vocation de constituer une force qui va être à l'offensive contre des ennemis de la République démocratique du Congo. Si par exemple le Rwanda, qui nie le fait il rejette le fait qu'il n'est pas présent ici au Congo, mais alors attaquons les forces négatives qui se disent être des Congolais, la République démocratique du Congo elle-même a pris la responsabilité de dire qu'il a accepté de mettre fin à la vie de ses enfants qui troublent l'ordre public. Et pourquoi les forces de l'EAC hésitent? Donc moi je pense qu'il y a là beaucoup de flou, il y a aussi, il faut dire, d'hypocrisie. Et en conclusion, moi je pense que l'EAC a vraiment failli, surtout dans la question de la pacification de l'Est de la RDC. Bon, les politiques peuvent dire ce qu'ils pensent, mais on voit ce qui se passe sur terre. Nous sommes des journalistes. On observe les quotidiens des populations. Aujourd'hui, 3 territoires sur 6 du Nord Kivu est occupé par les forces négatives. Donc, chercher des solutions pour les populations, c'est imminent. Ce n'est pas question de discours, ce n'est pas question de politique. On va rester des déclarations après déclarations. La situation sur le terrain s'envenime. Et moi, je crois que cette organisation sous-régionale n'aide pas la République démocratique du Congo. L'EAC n'aide pas la République démocratique du Congo jusque-là, car le mandat serait de... Le mandat est d'attaquer et de mener une offensive contre le mouvement rebelle, le mouvement terroriste qui sème la terreur et la désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il s'est tenu d'ailleurs un sommet le vendredi 17 février à Addis Abeba, un sommet de l'EAC qui a réuni tous les chefs d'État de pays membres de cette communauté, où au cours de ces sommets, le président Ndayishimiye a déploré encore la reprise des combats. Il fallait que, d'après l'accord de Nairobi, que le M23 se retire des zones qu'il occupe. Ouais. Il y a l'accord aussi, la feuille de route de Luanda l'avait aussi prévu, mais rien n'a pas été fait. Donc, au cours de ce sommet, il y a toujours le même discours, les mêmes déclarations. On déplore des données Boanali. N'y a-t-il plus à espérer ou peut-on espérer? Moi, je ne compte pas sur l'Est African Community.
pour résoudre l'épineuse question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je considère les forces de l'EAC comme une MONUSCO bis. Et ils ne feront rien. Ils sont venus là comme une force d'observation et non une force dissuasive d'intervention, de combat, une force opérationnelle pour désarmer ou chasser toutes les forces négatives qui pilulent à l'Est démocratique du Congo des forces. D'ailleurs, avoir le déploiement de cette force, vous allez voir que chaque force, permettez-moi la tautologie, choisit les zones ou bien les localités conquises par les M23 qui sont proches de leurs frontières. Vous allez voir la force burundaise, c'est très proche de la frontière. La force ougandaise, elle aussi très proche de sa frontière. De sorte que quand tout va tourner au vinaigre, les choses vont s'empirer, il y aura facilité de se redéployer dans son pays d'origine. D'ailleurs, l'Est African Community s'est voulu être une communauté économique. Et voilà pourquoi j'ai dit, quand vous voulez copier les choses, il faut bien les copier. Vous voulez copier l'Union européenne, vous voulez copier la CEDEAO, vous voulez copier la SADC, mais il faut bien les copier. Parce que ces organisations que j'ai citées, elles sont bien organisées sur le plan administration, sur le plan opération, sur le plan économique, sur le plan des politiques, même de défense et sécurité. Quand vous comparez l'Est African Community à la SADC, c'est le jour et la nuit. Quand vous la comparez encore à la CEDEAO, c'est le jour et la nuit. Vous avez déjà vu la CEDEAO, quand elle fait un communiqué, elle donne un ordre, un ultimatum. Ce n'est pas le petit capitaine, un colonel qui a fait un coup d'État en Guinée ou bien au Burkina Faso qui va bouder la CEDEAO. Et vous allez voir le colonel en question, lui-même va dire non, donnez-moi un mois, et je vais laisser le pouvoir, je vais donner ça aux civils. Donnez-moi autant de jours, je vais quitter ce pays. Ce n'est pas avec East African Community qui va faire peur au M23. D'ailleurs, ce mouvement rebelle est en train de se renforcer sous la barbe et les yeux de cette force-là. Même là où cette force est déjà présente. Qui interdit même de radios communautaires. Voilà, l'M23 interdit même les radios communautaires de relayer les signaux de Top Congo, que moi j'appelle notre RFI national, de relayer les signaux de cette radio. Sous la barbe de East African Community, c'est que la SADC et les forces de la SADC ne peuvent même pas permettre ni de la CEDEAO. C'est pour ça que je vous dis, l'Est African Community, c'est un mot né. Moi, je ne crois pas à cette force. Moi, je crois plutôt à la montée en puissance de nos forces armées qui vont demain nous libérer de cette occupation qui n'a que trop duré, qui a fait plus de 25 ans. D'ailleurs, Est African Community, ils ont des problèmes de déploiement. Il n'y a pas un commandement unifié qui planifie tout. Jusqu'aujourd'hui, la force de Burundi se trouve au sud Kivu. Alors que la base de la force de l'EAC se trouve à Goma. Voilà. Là, il y a plus de Kenya. Chaque force se déploie dans les zones toutes proches des frontières de leur pays d'origine. Il se pose un problème d'opérationnalisation de cette force, de planification, de financement de cette force. Ils seront payés, toutes les dépenses liées à leur présence à la République démocratique du Congo seront financées par qui? D'autres encore aller à l'Union européenne qui finance déjà l'organisation mère qui est l'Union africaine, qui elle-même est incapable de financer East African Community. Normalement, c'est l'Union africaine qui devait financer l'East African Community. Mais il y a seulement une seule chose dans cette force, et que nous avions la fameuse communauté économique pour le développement des pays des Grands Lacs, la CEPGL. C'était comme une famille de la région des Grands Lacs dans laquelle on retrouvait la RDC, les Rwanda et les Burundi. Il y a un adage africain qui dit, quand déjà en famille, vous ne parvenez pas à vous comprendre, à vous attendre, on passe chercher les oncles,
les tantes, les grands-pères, les cousins, voire même les voisins, les amis qui sont proches de la famille. La RDC et le Rwanda, ça fait longtemps, on ne s'attend pas. Nous avons quitté l'organisation là où on devait régler nos problèmes en famille. Nous sommes allés dans East African Community. Mais malheureusement, les voisins, les oncles et les tantes et les amis ne nous aident pas. Au lieu de résoudre les vrais problèmes, chacun est venu résoudre ses intérêts à la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a parmi les forces négatives qui pilulent en République démocratique du Congo, nous avons des forces négatives étrangères qui ont élu domicile dans notre pays. Donc en réalité, ils sont venus traquer les derniers postes résiduels des mouvements de rébellion existants en RDC contre leur pays. Que de neutraliser les M23 là, qui est soutenu par le Rwanda. Oui. C'est pour ça que je vous dis, il n'y aura pas quelque chose à espérer dans East African Community. Voilà pourquoi il faut soutenir le président de la République, soutenir notre armée, notre gouvernement, nous la population, qui réside la solution. Oui, Dieudonné Bonali, il n'y a pas à espérer, hein, comme vous l'avez dit, à la force la force régionale de l'EAC, mais le gouvernement congolais tient et espère que avec cette force tout pourra aller pour le mieux. Mais voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais d'après vous, que faut-il faire concrètement, puisque on a vu, hein, il y a eu plusieurs réunions, il y a eu plusieurs sommets, mais les M23 n'abdiquent pas. Les M23 résistent, continuent d'ailleurs à conquérir des territoires, et même bien qu'il y a les forces armées congolaises qui sont en train de ne pas lâcher. Ils ont repris le combat même à Kichanga. Mais que faut-il faire concrètement, hein? Vous avez 30 secondes, Fiston Oleko, pour que la solution définitive soit trouvée. Moi, je pense que toutes les voies diplomatiques, je crois, ont été épuisées. Parce que les condamnations de l'ONU, nous l'avons entendu. Ça, c'est au niveau multilatéral. Les condamnations au niveau bilatéral, par exemple, avec les États-Unis, nous les avons entendues. Les condamnations au niveau même de la France, les pays qu'on disait que c'est les pays qui portaient même le Rwanda, on a vu que la France s'est impliquée pour dire non. Mais tout ça, c'est resté que des déclarations. Tout ça, c'est resté que des déclarations. Ce qui veut dire que c'est maintenant nous-mêmes qui devrons normalement prendre les choses en main, parce que moi je pense que personne ne viendra défendre mieux notre pays que nous-mêmes. À ce stade, moi je crois que nous devons travailler sur nous. Parce qu'il y a aussi un problème, et notre problème qu'on ne soulève pas, c'est que vous pouvez imaginer que les soldats ou les militaires d'autres pays venir ici, mourir ici au Congo. Moi, je me pose la question, pourquoi? Voilà pourquoi ils ont opté même pour cette voie des négociations au lieu d'attaquer, parce qu'ils voient, mais pourquoi est-ce qu'on va se tuer dans un autre pays alors que nous-mêmes aussi, ici, nous avons des problèmes. Donc, ça revient justement à dire que nous devons prendre en charge nos problèmes. La question sécuritaire à l'est du pays, la question sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, c'est une question de souveraineté. C'est une question de l'État congolais. Alors nous qui devrons normalement trouver des solutions à ce problème. Et cela ne passera que par la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo. On salue les avancées, par exemple la loi de programmation militaire, et il y a la politique de l'armée congolaise, tout ça, et pour permettre à ce que notre armée soit regaillardie, soit cette force qui faisait peur à l'époque de Mobutu. Il faut vous rappeler que la RDC, à l'époque c'était les Zaïre, a aidé beaucoup de pays dans des conflits militaires, notamment les Tchad et d'autres pays. Donc moi je pense que nous devons travailler sur nous et pour mettre un terme définitif, parce que les forces d'échangeurs peuvent venir, mais ça n'est pas pérenne. Ils vont repartir. Qu'est-ce qu'ils vont laisser? Si nous-mêmes, nous sommes capables de défendre nos territoires, je crois que ça sera une solution durable et faire la paix, ou soit instaurer la paix et instaurer aussi, ce qui est très important, l'autorité de l'État dans la partie orientale du pays. Dieudonné Bonali, quelle serait la solution? Bon, moi je pense que la solution est toujours dans notre armée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas à la capacité des forces
de East African Community de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. D'abord, cette organisation sous-régionale s'est voulu être une organisation d'abord économique. Il n'y a pas une politique de défense commune comme on voit dans d'autres organisations comme la SADC, la CEDEAO, l'Union européenne, dans cette organisation. Moi, je cause souvent avec des amis, enfants des militaires, enfants des anciens vaillants et soldats des FARDC, ex-FAS, qui nous disent que non, sous Mobutu, même avant Mobutu, à l'époque du président Kasavubu, on avait un noyau de notre armée, la 31e brigade, qui était constituée des commandos, des parachutistes, des militaires spécialisés dans les combats de la jungle, de la guérilla. Je soutiens les efforts du gouvernement congolais, à commencer par le commandant suprême, qui a pensé à ressusciter un peu ces noyaux-là de l'armée, qui avait fait prévaillère. Et ces militaires-là ont été décorés. Parmi eux, il y avait les général Maele, il y a les derniers qui étaient du Zedembuza Mabe. Il y en a beaucoup de ces militaires-là. Il faut ressusciter ces noyaux-là, l'unité d'élite de l'armée. Même aux États-Unis, on a des marouis. On vous dit, bon, si on envoie les fantassins, on envoie telle force, ils ne parviennent pas à mettre fin à la guerre, on vous envoie les marouis. Oui. Donc, c'est l'élite de l'armée américaine. Donc je pense qu'il faut réhabiliter l'élite de l'armée congolaise. Nous apprécions les efforts du gouvernement qui consistent par exemple, on a voté la loi sur la programmation militaire, le budget de l'armée doit continuer à augmenter. À chaque fois que le budget national augmente aussi le budget de l'armée. Mettez les militaires, les forces de sécurité, la police dans les bonnes conditions. Nous voulons les voir bien habillés et être bien payés, réhabiliter aussi les cantines militaires. Les camps militaires, il y a aussi la cohésion nationale à réhabiliter. Voilà. Les familles doivent vivre aussi dans les bonnes conditions. Parce qu'un militaire, quand il part au fond, il sait que non, ma femme, chaque mois, elle va aller à Okenosolonamir, on va retirer un bon salaire, on va payer les minervales. Je vis dans de bonnes conditions. Ma famille est dans de bonnes conditions. Ça va les donner le moral. Ils vont se battre pour les pays et défendre la patrie, voulais-je dire, et surtout l'intégrité du territoire national. Moi, je ne crois pas à East African Community, comme je ne crois pas toujours à la MONUSCO de ramener la paix à l'est du pays. Oui, voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à Géopresse d'aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs, je vous dis infiniment merci de l'avoir suivi. Et je ne dois pas aussi oublier les invités, Dieudonné Bonali, Fiston Oleko, pour leur participation à Géopresse. Géopolis Forum fête ses 17 ans. 17 ans, c'est pas peu. 17 ans, c'est toute une vie, et plein succès à ces groupes de presse qui a fait vraiment un parcours élogieux et qu'il continue avec cette allure et deviendra encore plus grand. Voilà, l'information continue sur Géopolis TV, sur son compte YouTube, Géopolis TV, et puis son site web www.geopolismagazine.net. Merci.